Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vraiment que je reste là comme ça? Ouais, ça va faire un peu bizarre. Mais, ouais. Bon, pupitrerai pas mieux. Oui, en fait, je vous prie de m'excuser parce que les quelques mots que je voulais vous dire, ils étaient prévus plutôt pour l'introduction de ce matin, voire en lien avec la journée des IPA hier, et puis des contraintes de déplacement au titre de l'association des établissements, plus une visite CGLPL à l'UHSA, mais ce matin, on fait que je vous en parlais à la fin. Alors, il y a quelque chose de paradoxal sur des journées comme celle-ci, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive tous autant qu'on est à montrer, je pense qu'il faut oser le terme, l'excellence de ce qu'on fait et l'ambition qui est la nôtre. Et ça fait un peu paradoxe avec le fait de n'entendre parler que de crise de la psychiatrie et de la santé mentale dans la presse, à l'extérieur, dans nos établissements. Sauf bien entendu que ce sont là les facettes d'une même réalité et c'est bien sans doute ce qui nous met aussi tous en difficulté et vous en particulier les professionnels du soin. Alors en fait, je crois que finalement parler de ce dont je vais vous parler maintenant à la fin, ça prend peut-être d'ailleurs plus de sens après tout ce qui a été présenté et hier et là dans la matinée, et pour ce que j'ai pu en entendre et en voir pour ma part. Alors en fait, ce que j'avais l'ambition de faire, c'était de resituer ce qui se passe dans des journées comme ce vendredi, avec le contexte plus général. Vous parlez peut-être, parce qu'après tout, c'est assez légitime, un peu de politique. Et je voulais commencer par la grande cause nationale et faire écho à des propos qui se sont échangés à Paris, à l'Assemblée nationale, pas plus tard que mardi, et les resituer dans notre contexte particulier. Je ferai en sorte de rester assez près de mon texte pour ne pas vous prendre trop de temps, parce que je sais que la journée n'est pas terminée et qu'il y a des contraintes horaires. Alors en fait, si je repars de la grande cause nationale, puisque elle nous concerne tous, et vous en particulier, elle semblerait devoir se focaliser sur informer, déstigmatiser et prévenir, faire de la prévention. À ce stade, nous n'en avons même pas encore vraiment les modalités. Si tant est qu'elles se mettent vraiment en œuvre, ça donne une idée des difficultés auxquelles on s'affronte quand on parle de santé mentale, de psychiatrie et de transformation des pratiques et des organisations dans ce pays. Parce que finalement, on n'a pas d'objectif de santé publique, puisque nous n'avons pas de culture de santé publique. Et des propos comme ce matin nous y ramènent. Hein. C'est-à-dire comment fonder l'exercice, en quelque sorte, d'une grande cause nationale, sans préalable de politique publique, qui indique la direction, mais qui elle-même soit fondée sur des orientations de politique publique qui font défaut de santé publique, pardon, qui font défaut depuis longtemps dans notre pays. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer mardi à Paris, que je vais reprendre avec vous ce matin, c'est quand on considère les phénomènes à l'œuvre dans la longue durée, quand on prend connaissance aussi des datas, ou quand on lit les recherches qui finalement sont assez accessibles au grand public, notamment par certains médias qui les vulgarisent, je vais postuler qu'on est dans une forme, au-delà de la crise Covid, parce qu'en fait on nous parle toujours de la crise Covid et de ses suites, de ce qu'elle a accéléré, de ce qu'elle a révélé. Moi, je pense qu'en fait, on est, à tout point de vue, dans un moment, dans une forme de basculement de civilisation. Si vous prenez la peine d'y réfléchir, sans philosophie aucune, hein, c'est assez pratique comme remarque. Et une bascule de civilisation comme on est en train de la vivre, c'est forcément très violent par ses effets sur la santé mentale. J'enfonce une porte ouverte. Et ça vient démonétiser, me semble-t-il, même si c'était à l'œuvre depuis un certain temps, une bonne part de ce qui s'est fait jusque-là pour répondre aux besoins de santé mentale, y compris via la psychiatrie de la population de ce pays, comme d'autres pays, car finalement, l'organisation, le cadre qui les porte, me semble ne plus être adapté à ce qui est en train de devenir notre société, à ses attentes et à ses besoins. D'autant, nous le savons bien, et ce qu'on a présenté aujourd'hui est un peu en rupture aussi avec tout ça, que notre modèle de santé, et donc notre modèle de santé mentale et psychiatrie, est resté très curatif, institutionnel, hospitalier, même s'il ne faut pas sous-estimer certaines évolutions récentes. Et il y a donc une sorte d'effet de ciseau qui fait que
entre cette transformation du monde, en quelque sorte, et la réponse qu'on est capable d'apporter, qui n'est pas qu'une réponse en termes de ressources et de moyens, ce serait trop réducteur. Et dès lors, notre modèle d'offre de soins et notre modèle d'accès aux soins, au-delà des difficultés du quotidien, apparaît à la fois en crise et puis finalement terriblement obsolète et inefficace à nos concitoyens quand on parle avec eux. Et quand on en parle, y compris avec les soignants, je prendrai ensuite des exemples récents. Alors, il me semble aussi qu'on a un impératif, c'est pour ça qu'il faut y remettre de la science. L'objectif de journée comme celle-ci, comme celle d'hier, c'est aussi de remettre de la science dans nos pratiques et de les considérer comme telles. Il y a une exigence, c'est de rompre avec ce que j'appelle moi la psychiatrie d'opinion. Tout le monde a une opinion sur la psychiatrie, tout le monde a une opinion sur la santé mentale, regardez ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, alors qu'en réalité tout ceci n'est en général fondé que sur des constats, souvent approximatifs, et qui justement ne sont pas fondés sur ce que j'appelle donc de façon un peu générique ce matin la science. Alors c'est peut-être un mal français, et je pense qu'il nous appartient à nous tous autant qu'on est de fonder un autre récit, et pour fonder un autre récit, de raisonner sur des données qui soient solides, réelles et objectives. Je pense que toute politique publique, puisqu'il nous faudrait une politique publique et qui fait défaut, postule le préalable de son objectivation. Alors bien entendu, je pourrais en parler de façon très générale, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que ceci n'est pas sans lien avec ce que vous vivez au quotidien, ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on peut ambitionner au quotidien, parce qu'on voit bien qu'à l'échelle qui est la nôtre dans les établissements, à celle qui est la vôtre dans les services et dans nos institutions, dans l'hôpital comme à l'extérieur, on voit bien qu'on s'affronte derrière tout ça à l'enjeu des bonnes pratiques, donc à la transformation des pratiques, mais aussi à celle des organisations qui les portent, si on postule que le modèle est obsolète. Donc tout ceci, ça nous concerne dans nos établissements. Alors, je vais glisser aussi au passage un quatrième point, c'est qu'il ne peut pas y avoir de grande cause nationale sans redonner la parole à nos concitoyens. C'est-à-dire si on ne passe pas de nouveau par des assises de la santé mentale, mais qui donnent réellement la parole à nos concitoyens. Et donc, pour ce qui nous concerne, on voit bien qu'on a cet enjeu de donner la parole aux patients, aux personnes concernées, aux familles et aux aidants. Et parce que je pense que ceci se situe au cœur de nos valeurs professionnelles et bien plus de nos actions concrètes et quotidiennes. Je n'insisterai pas, mais je voulais quand même glisser cet élément-là pour rappeler quand même que tout ce dont on parle n'est pas uniquement affaire de professionnels, qui soient du soin ou qui soient plus largement des institutions, et qu'on a aussi un service à rendre et des comptes à rendre. Alors, ce qui s'est dit mardi donc, dans ce colloque de l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui s'intéressent au sujet, c'était la nécessité, puisque pour l'instant, la grande cause nationale est pour l'essentiel un truc qui patine, qui ne démarre pas, et plutôt une coquille vide, auquel Matignon et le ministère de la Santé ont quelque mal à s'affronter. C'était donc la nécessité dès cette année d'une grande loi de santé publique, parce que je ne pense pas qu'on puisse imaginer refonder la santé mentale des Français sans fixer des caps et des objectifs qui passent par une loi de santé publique. Et puis, au plus près, et je vais terminer par ça, et par ce qui résonne pour moi avec ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est la nécessité de changer de paradigme. Alors ça fait longtemps que dans les établissements, on est un certain nombre, je ne suis pas le seul à le dire, que la crise est devenue systémique à force de l'avoir laissé dériver, avec des co-responsabilités, ce n'est pas que la faute de l'État, c'est aussi pour partie notre faute, ou à certains d'entre nous. Et donc, si elle est systémique, si c'est un système, il faut dès lors s'affronter à traiter ou corriger chaque sous-partie du système. Et je pense qu'en fait, on arrive à un point, c'est pour ça que je parlais de rupture civilisationnelle, où ceci n'est plus suffisant, et où quand on voit les échanges qu'on peut tous avoir les uns avec les autres, dans les établissements et au-delà, entre nos structures de représentation également, on voit qu'on commence dans nos discussions à mettre en question la structure elle-même, c'est-à-dire en fait l'architecture du système. C'est-à-dire derrière la crise, ce qui contribue d'ailleurs à expliquer sa violence et son ampleur, son approfondissement ou sa profondeur, il y a toute une série de choses qui vont au-delà de la nécessité de revisiter et de redéfinir chacune des sous-parties. On voit bien que la structure même, qui est la base de la définition de notre système, n'est plus adaptée, et en particulier par défaut d'approche de santé publique,
Et jusque-là, je ne vais pas le développer, les propositions que j'ai pu lire qui sont les plus intéressantes, c'est de se dire, faisons table rase des organisations actuelles, ce qui, rassurez-vous, ne se fera pas, et essayons de voir comment le système pourrait être refondé à partir d'une approche en santé publique, et en particulier avec une approche structurée selon les différents niveaux de prévention. Quand on décrit ce qu'est la prévention primaire, ce qu'est la prévention secondaire, ce qu'est la prévention tertiaire, notamment, même si ça ne fait pas le tour du spectre, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de plus cohérent, qu'on arrive à définir plus précisément qui fait quoi et quelles sont les missions des uns et des autres. Et sans doute que l'hôpital psychiatrique s'en porte mieux à la fin quant à la clarté des missions qui sont les siennes, ou qui devraient être les siennes. Alors à partir de là, on voit bien, je suis désolé de le souligner, même si ça peut choquer, qu'il y a une définition et une pratique du secteur qui ne sont plus adaptées à notre époque et à ses besoins. Je suis parfaitement à l'aise avec les valeurs du secteur, donc il n'y a pas de sous-entendu dans mon propos. Il y a nécessité aussi de sortir de la culture de l'autosuffisance territoriale de chaque établissement sur son territoire. Ça, c'est notre héritage de l'hôpital psychiatrique départemental, amplifié par la politique de secteur. C'est un de ses aspects négatifs. Elle a beaucoup d'aspects positifs par ailleurs. C'est aussi définir à partir de là les compétences socles. On l'avait dans quelques rapports récents, cette idée de compétences socles des établissements. Ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Si on parle de compétences socles, ça amène à définir les compétences de recours des autres. Ce qu'ont fait à peu près toutes les autres disciplines et spécialités médicales de ce pays. Il n'y a que la psychiatrie qui aujourd'hui y échappe. Et notamment parce qu'à partir de là, on ne sait pas parler de gradation des soins, on ne sait pas parler d'interdépendance entre nous tous, on ne sait pas parler de parcours, sauf par exception, pour des situations qui viennent en général trop tard et trop aggravées. Mais faudrait-il alors accepter d'évaluer les activités, de les décrire d'abord, de les évaluer, y compris en termes de pertinence et en termes de qualité du service rendu. Pour conclure, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, ce que j'imaginais dire avant, je le dis après, mais pour moi avec plus d'évidence, c'est-à-dire qu'en fait, le lien à la journée d'hier comme à celle de ce vendredi, pour moi, il est évident. C'est pour ça que je me permets ce type de propos qui pourrait vous paraître complètement décalé par rapport à ce pourquoi vous êtes venu et à ce que vous avez entendu jusque-là et ce sur quoi vous avez échangé. Car en fait, le constat que je fais, c'est que dans beaucoup d'établissements, ces questions-là se posent, elles recoupent les miennes. Je mesure aussi à chacun de mes déplacements. J'ai un exemple, mardi, un infirmier du GHU qui pose la question de l'application des ratios infirmiers dans les services d'hospitalisation. Je prends la question parce qu'elle est ingrate. Bon. En fait, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, sauf qu'on ne peut pas le traiter par lui-même ou pour lui-même. Il y a toute une série de conditions qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Et puis, il vient me parler à la fin. Et on voit qu'en général, on a effectivement des gens qui se posent des questions, qui sont des gens de bonne volonté, et qui finissent par ne plus comprendre pourquoi ils travaillent dans ce type de contexte, en subissant cela, et avec un système dont ils voient bien qu'il ne cesse de dériver et parfois de se décomposer. Bon, alors quand on a dit ça, on n'a peut-être pas dit grand-chose. Pourtant, le constat, et on le voit aujourd'hui, c'est que la situation est bien plus hétérogène que la psychiatrie d'opinion nous le raconte au plan national, même si la crise est réelle, violente et profonde, et qu'elle ne va pas forcément en s'améliorant en regard des besoins et des attentes qui s'expriment vis-à-vis de nos institutions et de la santé mentale en général, pas uniquement de la psychiatrie. Et donc, cette situation des établissements, elle est très variable d'un établissement à l'autre. J'ai l'habitude de souligner qu'il y a des établissements qui vont plutôt très bien, même si ce n'est pas facile tous les jours, d'autres qui vont extrêmement mal, beaucoup qui se situent entre les deux, mais rien n'est défini, rien n'est décrit, donc après tout, personne ne le sait. De même, à l'intérieur d'un même établissement, on côtoie, on pourrait dire le pire comme le meilleur, et pour autant, on voit bien que nos établissements sont capables de produire des choses à valeur ajoutée, des choses extrêmement intelligentes, extrêmement ambitieuses, et vous remarquerez qu'il n'en est en général jamais fait mention à l'extérieur, on ne parle jamais que de ce qui va mal. Ça fait partie de la culture nationale. Alors c'est, je vais terminer le propos, mais confronté à tout ça, c'est bien pourquoi, alors bien entendu, tout ceci ne viendra pas combler le défaut de politique publique, d'une politique publique ambitieuse pour la santé mentale et la psychiatrie, mais c'est pour dire, j'imaginais vous le dire en commençant ce matin, qu'en réalité, il nous appartient, tous autant qu'on est, on est légitime à le faire, vous êtes légitime à le faire,
nous appartient de prendre en quelque sorte en main, collectivement et en réseau, ça vaut mieux que tout seul dans son coin, une partie de cette transformation qui, de toute façon, est nécessaire. Ça ne suffira pas, mais je reste convaincu, et vous l'avez démontré tout autant que vous êtes à travers vos interventions, j'ai compris aussi à travers certaines questions, et puis après tout, vous n'êtes pas là pour rien, sur place ou en réseau. Nous avons des compétences, nous avons des savoir-faire, y compris sur les nouvelles façons de faire. Je pense qu'on gagnera à les mutualiser. Et je pense qu'effectivement, des journées comme celle-ci, elle en appelle d'autres, dans d'autres établissements, ailleurs, avec d'autres cercles. Il ne faut surtout pas qu'on dévisse ou qu'on continue de dévisser. Il faut qu'on affronte effectivement tout ce qui est en train de se passer. On a des choses à faire valoir. Il faut qu'on s'exprime. Parce qu'en particulier, quand je lis encore aujourd'hui ou quand j'entends ce qui se dessine autour, par exemple, de tel ou tel texte en cours de discussion au Sénat, la psychiatrie d'opinion fait des ravages, les clivages font des ravages, les oppositions entre les uns et les autres qui nuisent à la psychiatrie, à ses acteurs, à nos établissements, à nos patients, etc., sont toujours à l'œuvre. Et je pense qu'il faut qu'on s'impose. Et pour s'imposer, il faut à tout prix qu'on démontre et qu'on décrive ce qu'on fait concrètement, parce qu'on le fait bien, on le fait au service des patients. Faut-il qu'on soit capable de le mutualiser, de l'échanger, de le généraliser. Voilà. Donc voilà pour ce qui est, en quelque sorte, de mon credo, ce que je m'en vais répétant et que je voulais quand même vous faire partager ce matin, parce que quand on est sur des journées comme celle-ci, quand on est dans les métiers qui sont les vôtres et quand on fait l'effort, quand on prend la peine en quelque sorte de venir présenter ce qu'on fait, de le faire valoir auprès des autres, quand on vient prendre la peine de l'écouter, de poser des questions, je pense qu'effectivement, on est d'ores et déjà dans cette ambition de la transformation, d'une transformation qui ne se passera pas sans nous, qui ne pourra pas se passer sans nous de toute façon, mais dont on sait qu'elle est nécessaire, même si elle reste difficile. Voilà. Merci de votre attention. Alors, je vais vous prendre...